Bon, après la vidéo sur les films d'arts martiaux que vous avez apprécié et qui m'a encouragé à continuer sur cette voie, revenons maintenant sur un genre de film qui a fait les heures de gloire du cinéma français. Alors parlons un peu des comédies. Alors je vais commencer. Alors pour l'inspiration, musique. Nous sommes au début du XXe siècle, et Gabriel Maximilien Leviel, autrement appelé Max Lindé, est repéré par un certain Charles Pathé, après des échecs pour essayer d'entrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et décide alors de l'engager pour réaliser des courts-métrages. Il réalise dans un premier temps des drames, mais sa place se trouve dans la comédie. C'est alors qu'après quelques sketchs burlesques, il crée le personnage de Max, un jeune homme élégant, hâbleur, et qui a tendance à toujours se retrouver dans des situations loufoques, mais qui finit toujours par s'en sortir. Son personnage est aussi facilement reconnaissable, un chapeau haut de forme et une petite moustache. Tiens, on dirait vaguement quelqu'un. Cette ressemblance n'est pas anodine, car les deux hommes se connaissent très bien. Max Lindé a une grande influence sur le personnage de Charlot, et ce dernier le considérait comme son maître. Il est aussi l'une des premières stars internationales avant même l'arrivée des géants d'Hollywood, comme Douglas Fairbanks, Florence Lawrence ou Mary Pickford. C'est alors qu'en 1919, il repart à Hollywood où il devient producteur, scénariste, metteur en scène et même acteur. Il réalise par exemple 7 ans de malheur, connu pour sa scène du miroir, qui sera plus tard reprise par les Marx Brothers. Dès son retour en France, il reçoit les félicitations de Douglas Fairbanks par télégramme pour son film Les Trois Mousquetaires. Par la suite, il tourne avec Abel Gance, dans son film Au secours. Max est par conséquent un monument du cinéma français. Il a notamment eu le droit à un hommage subtil dans le film The Artist, avec le personnage de Georges Valentin, interprété par Jean Dujardin. Je n'ai jamais compris l'amour. Le début des années 30 marque un petit tournant dans la comédie française, puisque nous retrouvons un changement de décor. Dorénavant, la campagne occupe l'écran. Alors quoi de mieux que prendre la Provence comme épicentre? Chose que va faire Marcel Pagnol avec des films comme La femme du boulanger, La fille du puisatier ou encore Le Spoons. Tous ces films ont une chose en commun, à savoir Fernandel. Fernand Condandin, autrement appelé Fernandel, est né en 1903 à Marseille. Il est acteur, chanteur et réalisateur. Pourtant de bonne famille. Il fut durant plusieurs années l'une des plus grandes vedettes du cinéma français, avec plus de 200 millions de spectateurs au box-office. Il a eu des personnages mythiques comme Don Camillo, et certains de ses films sont devenus, avec le temps, des grands classiques. Prêcher l'amour et la douceur, et non pas faire le buteur de foire en lançant des tables à la tête de son prochain. Adapté de la série de nouvelles italienne parue en 1948, la saga de films met en scène le personnage de Don Camillo, connu pour ses joutes verbales avec le personnage de Pépone. Alors attention, pas de coups bas. N'aie pas peur, je les passerai tous à l'étage supérieur. Le premier film de la saga sort en 1952, Le Petit Monde de Don Camillo. Le film est une coproduction entre la France et l'Italie, chose très répandue à cette période. Au départ, Gino Cervi devait incarner le personnage, mais le metteur en scène, Julien Duvivier, en décida autrement. C'est alors que Gino Cervi prit la place de Pépone, et Fernandel, celle de Don Camillo. Hélas. Choix un peu étrange car le personnage est décrit comme étant un colosse, qui en soit l'opposé de notre bon vieux Fernandel. Cette demi-portion. Oh, monsieur le maire. Excusez-moi, monseigneur, mais ce petit curetin, si je lui donne une gifle, je l'envoie à 20 mètres. Tandis que si je donne une gifle à Don Camillo, il bouge pas d'un centimètre. Pour comprendre l'opposition qui règne entre les deux personnages, il faut revenir à la racine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le film est une adaptation de nouvelles italiennes écrite en 1948. Son auteur, Giovanni Guerreschi, était un militant anticommuniste. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale prend fin en 1945, mais la guerre froide, elle, montre le bout de son nez et démarre en 1947, soit un an avant la première publication des aventures de Camillo. L'anticommunisme se fait donc ressentir dans ce premier volet, avec les deux personnages qui sont souvent en conflit. Néanmoins, la saga traite aussi de sujets actuels de l'époque, comme le mouvement maoïste et hippie, dans son dernier volet Don Camillo et les contestataires, film qui se fera malheureusement sans Fernandel. Alors que le tournage du film débute, avec un Fernandel qui semble bien aller,
et va même dire en interview qu'il doit finir le 15 septembre. Normalement, je devrais terminer, moi, le 15 septembre, si tout va bien. Mais est-ce que tout va bien dans un film? Jamais. Rarement. Mais on a ça, heureusement. Ça fait passer, oui. Son médecin découvre qu'il a une tumeur. C'est alors qu'il ne fera plus partie du tournage, et qui aura pour conséquence de tout modifier, ou presque. Car Christian Jacques, le metteur en scène, décide de se retirer, ne voulant pas travailler sans Fernandel. Tout comme Gino Cervi qui prit la même décision. L'acteur meurt en 71 et le film sortira un an plus tard, mais avec seulement 2 millions d'entrées, soit le plus petit score de la saga. Un visage, un sourire ont disparu, Fernandel est mort. Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier 2000 francs. Un homme qu'on pourrait qualifier de bankable de nos jours va retrouver sa tête sur toutes les affiches de comédie entre les années 60 et début 80. Je veux bien sûr parler de Louis de Funès. Mais avant, remontons un peu dans le temps. Nous sommes en 1956, et le dernier film de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris, sort en salle. À l'affiche, nous retrouvons Jean Gabin Allez, pas bon Dieu. Ces machins-là, c'est pas fait pour les pauvres. et Bourvil. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Lui qui incarnait jusqu'ici le paysan naïf dans différents films, comme Le Trou Normand, Comme Hippolyte est un ignorant. Hein? ou encore Pas si bête. C'est moi qui faisais de l'excès de vitesse, peut-être. Mais ce film va lui permettre de changer d'image auprès du public et ainsi pouvoir se tourner du côté des drames. Il jouera notamment dans L'Arbre de Noël de Terence Young. Quoi qu'il en soit, c'est aussi dans ce film que Louis se fera connaître du grand public, grâce à son rôle de Jambier, un homme qui fait du trafic et qui donnera la réplique à Jean Gabin. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Ah, si c'est sérieux. Janvier, je veux 2000 francs, janvier, 45 rue Polimo. Cette scène de quelques minutes va lui permettre de construire les bases de son futur personnage. Comme je l'ai mentionné avant, La Traversée de Paris va lui permettre de créer son personnage, en étant colérique, avare, paternaliste, Ça va, mon petit Marcel? misogyne, et pour finir, raciste. Parce que je suis noir! Mais vous n'êtes pas noir! Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. Comme les représentants de la chaîne YouTube Calmos le disent si bien, il a tout d'un comique de droite. Et pour cause, Louis a su accorder son personnage avec 5 formes comiques qui ont fait son succès. Le comique de geste pour sa capacité à faire des grimaces, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, rien. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux! Je me fous des deux! le comique de situation qui le rend souvent ridicule, Non, c'est pas ma fille! La mariée, elle est noire, elle est noire! le comique de langage avec ses bruitages sortis de cartoon ou ses bégaiements, le comique de caractère pour ses crises de nerfs, La télévision! Il va voir la télévision! Non! T'approches pas, je te tape! Qu'est-ce que vous dites? et pour finir, le comique de répétition. Perfectionniste et soucieux du détail, il va jusqu'à s'entraîner des jours pour danser à la perfection dans Rabbi Jacob ou être en rythme dans Le Grand Restaurant. Enfin, au début. Donc pour lui, l'humour ne vient pas du ridicule mais du fait de maîtriser les mouvements à la perfection. Le rire est aussi provoqué par ses différents déguisements. Nous pouvons prendre pour exemple la scène du Grand Restaurant, qui est devenu culte, Demi-sec. Non, je préférais un demi-doux. ou encore un film qui sera entièrement basé sur l'art du déguisement, avec les aventures de Rabbi Jacob. Le film est réalisé par Gérard Horry qui connaît très bien Louis, car il s'agit ici de leur 4e collaboration. Au-delà de son aspect comique, le film est aussi engagé. La sous-intrigue avec Slimane fait référence à l'affaire Ben Barka. Une petite remise en contexte s'impose. Mehdi Ben Barka était un homme politique marocain qui fut l'un des principaux opposants socialistes au roi Hassan II. Le 29 octobre 1965, il se rend à un rendez-vous à la brasserie Lippe à Paris, et finit par être enlevé et son corps ne fut jamais retrouvé. Dans le film, Slimane se trouve être un opposant politique dans son pays et veut prendre le pouvoir. Dans une scène, il se rend à un rendez-vous dans une brasserie et finit par être enlevé. Mais pour les besoins du scénario, il reste en vie. Engagement qui se fera aussi auprès des différentes communautés qui vivaient en France dans les années 70. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie les aventures de Rabbi Jacob et des films comiques actuels qui reprennent les caractéristiques d'un personnage raciste qui s'en prend aux autres communautés? Eh bien ça, on en parlera une prochaine fois. Un dernier mot, Louis? Non, j'avais bien entendu. Oh, c'est horrible.